En manchette ce soir, la fonderie Horn fait reculer le gouvernement fédéral. Le Canada rompt son entente avec l'ONU pour l'importation de déchets électroniques. La CAQ refuse de s'engager à l'Assemblée nationale pour l'agrandissement de l'hôpital d'Amos. Moi, je pense que le gouvernement commence à donner des indications que ça ne se fera pas. C'est un message extrêmement négatif. Et les agents correctionnels de la prison d'Amos en ont ras-le-bol. Vous pouvez être sûr qu'on va se faire voir, on va se faire entendre de plus en plus. Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour le TVA 18h. On commence tout de suite dans le dossier de la fonderie Horn. Le gouvernement fédéral fait un pas en arrière en matière de qualité de l'air. Alexandre, le Canada se retire d'un accord mondial. Oui, tout à fait, Kémilia. C'est une enquête qui a été menée par nos collègues de Radio-Canada, dans laquelle on y apprend que le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a succombé à la pression économique de Glencore. Le Canada a ainsi refusé d'adopter les amendements d'une entente mondiale chapeautée par l'ONU qui visait à imposer des tarifs supplémentaires sur les déchets électroniques, souvent considérés comme étant toxiques. Le tout dans un effort mondial de réduire les émissions d'arsenic et d'autres toxines dans l'air. La fonderie Horn est un des très rares endroits en Amérique du Nord, peut-être le seul, où on peut recycler ce genre de déchets. Mais la pression de Glencore, qui voulait à tout prix éviter les tarifs supplémentaires, aurait été trop importante. La multinationale est même allée jusqu'à menacer le Canada de fermer la fonderie Horn si le gouvernement adhérait à l'entente de l'ONU. Le gouvernement du Canada a finalement cédé. La menace de la fermeture de la fonderie inquiétait trop. Je vous laisse écouter dès maintenant les réactions à chaud du comité arrêt des rejets et d'émissions toxiques de Rouyn-Noranda. Ça n'a pas de bon sens. C'est des visions à court terme. On plie les genoux face à des menaces. On pourrait... Écoute, la planète est en souffrance. Notre santé l'est aussi. Puis les gouvernements jugent pas bon de faire quelque chose. Ils choisissent de reculer puis de plier les genoux. C'est assez incroyable. On est face à une compagnie qui utilise le chantage, les menaces. C'est pas la première fois. Puis c'est probablement, malheureusement, pas la dernière. Et Alexandre, dans les dernières heures, le gouvernement a réagi. Oui, nous avons reçu une longue réponse par écrit du cabinet du ministre de l'Environnement et ça va comme suit. Le Canada dispose déjà de permis rigoureux pour l'importation et l'exportation des déchets électroniques. On ne procédera pas avec les amendements, la Convention, car on souhaite poursuivre les consultations avec les principaux joueurs afin de renforcer les contrôles sur les déchets électroniques. La fonderie Horn est un élément clé de la stratégie sur les minéraux critiques et nos efforts pour atteindre les objectifs en matière de transition énergétique. Donc, le fédéral revient sur son engagement et n'adhère pas au projet comme les 160 autres pays l'ont fait. Le Canada se retrouve maintenant du côté des récalcitrants, entre autres avec Israël et les États-Unis. Nous avons lancé Glencore ce matin, mais ils n'ont pas su répondre à nos demandes d'entrevue dans les délais. Donc, c'est un dossier à suivre. Merci, Alexandre. Au revoir. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le député de Pontiac, le député de Rosemont et la députée de Vaudreuil la motion suivante. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de s'engager à réaliser l'agrandissement de la salle d'urgence, des soins intensifs, ainsi que la construction d'un bloc opératoire à l'hôpital d'Amos avant la fin de la présente législature. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Bon, on vient de l'entendre, la coalition Avenir Québec a refusé de débattre d'une motion déposée par le Parti Québec concernant le Parti québécois, concernant le projet d'agrandissement de l'hôpital d'Amos. On peut écouter la réaction du député du PQ, Joël Arsenault. Qu'est-ce que les gens d'Amos doivent comprendre, selon vous, de ce refus de débattre du gouvernement? Nous, on s'attendait minimalement à ce que le gouvernement dise on va le faire d'ici la fin du mandat. Mais je pense qu'on doit comprendre que le gouvernement tâche de gagner du temps et on ne comprend pas pourquoi. On est en période, j'imagine, de compression budgétaire. On ne veut pas s'engager à réaliser un projet pour lequel on a fait des promesses extrêmement fortes. Moi, je pense que le gouvernement commence à donner des indications que ça ne se fera pas. Et c'est un message extrêmement négatif, là, compte tenu des soins qu'on doit continuer d'offrir, du vieillissement de la population, des besoins qui vont croissant, de la nécessité du maintien, du recrutement
et du maintien de la main-d'œuvre, je pense au personnel soignant. Alors, tout ça, c'est un message négatif et contradictoire à la pétition qui actuellement est sur le site de l'Assemblée nationale qui dit pas mal la même chose que ce qu'on proposait ce matin. Puis vous me devancez un peu sur la question, puis je trouve ça intéressant que vous le dites, là, dans le sens que est-ce que les gens d'Amos devraient commencer à envisager à faire une croix sur ce projet-là, du moins pour un horizon de 2 ans, parce qu'on parle quand même de délai après délai. Les gens l'attendent, là, cet hôpital-là. Pour nous, les plus brefs délais, c'est avant la fin du mandat du gouvernement. Il y a 3 députés d'Abitibi-Témiscamingue qui soutiennent et qui cautionnent la pétition. Donc, le gouvernement, aujourd'hui, reporte à plus tard un engagement formel de le faire d'ici la fin de leur mandat. C'est un signal très négatif, mais maintenant, la population, elle, ne peut pas baisser les bras. Elle doit continuer de manifester ces attentes-là, ce besoin, et rappeler les députés à leurs engagements et le gouvernement, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un gouvernement, qu'un parti politique fasse des promesses à tort et à travers, puis ensuite ne livre pas la marchandise. Il y a des étapes qui ont été franchies, je le répète. Maintenant, c'est un petit peu de courage politique, puis de faire un choix. Est-ce que si le projet n'est pas réalisé sous le mandat de la CAQ, le Parti québécois pourrait justement, lui, s'engager à mener à bien ce projet-là? Je pense qu'il faut faire les choses dans un calendrier ordonné, mais à l'échelle de tous les besoins qui sont signifiés dans toutes les régions du Québec, je pense que le projet d'Amos, lui, il est mûr pour une décision. Moi, je m'attendrais à ce que le gouvernement actuel prenne la décision, auquel, s'il s'y refuse, mais évidemment, ça va faire partie des priorités d'un prochain gouvernement, quel qu'il soit. Puis on souhaite évidemment que le Parti québécois, de notre côté, puisse remplir les engagements du gouvernement précédent. C'est un peu absurde d'en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, le comité de suivi de l'hôpital d'Amos ne s'inquiète pas du refus de la CAQ d'appuyer la motion du Parti québécois. La pétition initiée par le comité a récolté plus de 20 000 signatures. Elle devrait être déposée lundi par la députée caquiste d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais. J'ai l'impression que ce que le Parti québécois voulait faire, c'était si, par exemple, la CAQ avait accepté de débattre de la motion. Dans le fond, le Parti québécois aurait pu s'attribuer le résultat de l'acceptation de la construction. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est stratégique. Pourquoi la CAQ l'a refusé? Bien, c'est peut-être parce qu'ils ont vu venir cette stratégie-là, ou c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à en débattre pour des raisons autres, comme par exemple des budgets. Ça ne veut pas dire que je suis rassuré pour autant. Ça veut dire que je demeure toujours inquiet, même si en principe j'ai confiance à ce que ça se fasse. Je demeure toujours inquiet tant et si longtemps que les premières pelletées de terre ne se feront pas. Le ministère de la Santé ou les ministres n'émet aucune opinion. Alors, ça n'a pas changé, ça, depuis le mois de juin, qu'ils devaient émettre une opinion qu'ils n'ont pas fait. Ça n'a pas changé. Toujours du côté de la santé, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue supprime 15 de ses postes administratifs, soit un peu plus d'une centaine. On fait le tour du dossier avec Alexis Dumont. Dans une lettre interne envoyée à ses employés dont TVA Nouvelle a obtenu une copie, on apprenait qu'une centaine de postes allaient être coupés. Cette fois, au niveau administratif, la raison donnée par l'entreprise est le fait qu'on veut atteindre l'équilibre budgétaire. On parlerait de 110 postes, dont 80 qui sont déjà vacants. Les 30 personnes occupant l'un des postes abolis seront réaffectées vers d'autres postes. En réaction à ces coupures, le président de la PTS régionale a fait part de son inquiétude. Il craint que le modèle régional de santé soit chamboulé et craint également que d'autres compressions dans d'autres départements surviennent prochainement. Tu sais, c'est très choquant de voir ce genre de situation-là arriver dans un contexte où on est en pleine réforme. La réforme du BEI, nous, on le criait, on le disait sur à peu près toutes les plateformes. C'est une réforme qui n'aidera pas le système de santé et de services sociaux. Puis, tu sais, actuellement, on le voit, là. On a des coupures par-dessus coupures. Tu sais, oui, c'est 110 postes qui ont été coupés, 80 qui étaient vacants. C'est une trentaine de personnes qui sont touchées au niveau administratif. Mais ces gens-là, c'est des gens qu'on a besoin. Ces postes-là, s'ils étaient en place, puis que c'est des postes pour lesquels le CIS de l'Abitibi en avait besoin de ces postes-là. Récemment, le CISAT avait aussi annoncé à ses employés l'abolition de plusieurs postes de gestionnaires dans les CHSLD.
Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Ce sont bien des postes de gestionnaires et des postes dans les CHSLD qui ont été abolis récemment. Et d'ailleurs, le CISAT tenait aujourd'hui sa première rencontre du conseil d'administration d'établissement depuis son intégration à l'Agence Santé Québec. Même si la séance est habituellement ouverte au public et aux médias, cette fois-ci, elle s'est tenue en privé. Par courriel, l'organisation explique que le CAE est actuellement dans une période de transition et que sa composition est incomplète et que la rencontre à huis clos va permettre de définir certains paramètres pour les prochaines rencontres. Plusieurs autres CIS et CIUS ailleurs au Québec ont aussi décidé de restreindre l'accès à ces premières séances. La rencontre du mois de mars devrait, elle, être ouverte à tous. Sans convention collective depuis bientôt 3 ans, les agents en service correctionnel de la prison d'Amos haussent le ton. Comme les autres agents partout au Québec, face à leur employeur, oui, le gouvernement québécois. Félix Blaquière nous explique. Sans contrat de travail depuis près de 2 ans, les agents correctionnels d'Amos n'en peuvent plus des conditions difficiles. C'est vraiment le manque de personnel, le manque d'effectifs. Ça fait en sorte que l'employeur utilise le temps supplémentaire obligatoire à outrance. C'est pratiquement à tous les semaines, tous les jours. Et il y a aussi le fait que la population carcérale augmente de plus en plus. À la table de négociation, ils demandent oui un meilleur salaire, mais surtout une amélioration des conditions de travail. C'est selon eux l'attractivité même de l'emploi qui est en jeu. Parce que oui, il y a le temps supplémentaire obligatoire, juste pour pouvoir tenir la prison debout, fait en sorte qu'il y a l'épuisement des agents correctionnels. Certains agents partent en arrêt maladie pour toutes sortes de raisons. Et tout ça fait en sorte que c'est un cercle vicieux, dans le fond. C'est plus que ça va mal, moins qu'on a d'agents, plus que ça va mal. Le cabinet de la ministre québécoise du Trésor ne souhaitait pas commenter l'affaire par respect pour le processus en cours. Mais l'instance gouvernementale affirme tout de même avoir conscience des enjeux dans les centres de détention et que l'objectif dans les négociations est notamment d'améliorer les conditions de travail des agents. Les membres du syndicat ont confiance en les négociations, mais ils ne ferment pas la porte à des moyens de pression plus accablants si les discussions ne vont pas dans le sens souhaité. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Amos. Justine, avec la belle neige qu'on a eue aujourd'hui, on imagine que ça va être agréable de faire de la motoneige. On dirait même que c'est une fin de semaine idéale pour les fans de motoneigistes qu'Emilia. Pour les côtés de Rouyn-Noranda, Amos et Malartic, rien n'est à signaler. Les sentiers sont tous ouverts. Du côté du Témiscamingue, la majorité des sentiers sont ouverts. À Saint-Eugène-de-Guigue, les sentiers sont acceptables. Si vous passez par Saint-Bruno-de-Guigue pour aller à Ville-Marie, prenez le sentier qui longe la Trans-Québec 63 puisque l'autre accès est fermé. En Abitibi-Ouest, tous les sentiers sont ouverts, mais faites attention du côté de Beaucanton. Il pourrait avoir une présence de roches à quelques endroits. Et Val-d'Or, tous les sentiers sont ouverts, sauf celui qui passe par le chemin Pascali et le quartier Val-Saint-Georges qui est fermé. À part de ça, allez consulter la carte interactive pour vraiment savoir quel chemin prendre pour votre sortie en motoneige en fin de semaine. Merci beaucoup, Justine. Maintenant, on va parler de chasse. La traque a été bonne pour les chasseurs de la province cette année, d'après le bilan annuel du ministère de l'Environnement. Plus de 20 000 orignaux ont été attrapés au courant de la période de chasse, une augmentation de 11 % par rapport à l'année restrictive de 2022. Et ici, dans la région, plus de 1 700 orignaux ont été abattus. On observe donc une stabilité de récolte. Et fait intéressant, plus de 180 paires de dents d'orignaux ont été recueillies, une récolte record. Elles permettent de déterminer l'âge des bêtes et de mieux évaluer l'état des populations de la région. Le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue recueille présentement la voix des jeunes de la région à travers un sondage « Ma voix compte », à travers des thématiques comme l'éducation, le logement et la santé physique et mentale. C'est pour mieux comprendre les défis que les jeunes d'aujourd'hui rencontrent au quotidien. Donc, jusqu'au 9 mars, il est possible de répondre au sondage sur la page web de Ma voix compte. Autre sujet, l'Union des municipalités du Québec espère que le gouvernement Legault accordera plus de pouvoir aux villes en matière d'environnement. L'UMQ a déposé ses recommandations en marge du projet de loi 81 qui prévoit l'octroi de réglementations en environnement sans avoir à demander l'approbation du ministre responsable. La réforme pourrait permettre de réduire le risque de poursuites judiciaires, par exemple, et alléger le fardeau administratif des municipalités qui veulent adopter des normes environnementales et climatiques.
Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les municipalités ont assez de pouvoir en matière d'environnement? » Vous avez répondu non à 57 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le défi 28 jours sans alcool débute bientôt. Après la pause, on discute de l'initiative avec l'une des porte-paroles, Annick Jean. ADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Belle Humeur électrique de Lorrainville se positionne comme chef de file dans le domaine de la fibre optique en région. Sous la direction de Yann Bellumeur, entrepreneur électricien, l'entreprise a investi massivement dans le développement d'une expertise de pointe. Hautement formée et qualifiée, l'équipe de Belle Humeur électrique offre des solutions adaptées et performantes au secteur commercial et industriel. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, le mois de février commence samedi et le défi 28 jours sans alcool s'apprête à mobiliser des milliers de Québécois pour une 12e année consécutive. Oui, et on invite vraiment les gens de la région à y participer. Je vous rappelle que le défi 28 jours sans alcool, c'est pas difficile à comprendre, c'est de passer 28 jours sans boire une goutte d'alcool. Alors, c'est un défi qui peut sembler facile pour certains et difficile pour d'autres. C'est pour ça que c'est important de le faire. Et ça coûte 28 $ pour s'inscrire au défi sur le site de la Fondation. Et je vous rappelle que la Fondation Jean Lapointe, pour laquelle on fait le défi, vient en aide aux personnes de tous âges affectées de près ou de loin de les dépendances liées à l'alcool, aux substances, aux jeux de hasard et d'argent. J'ai parlé aujourd'hui avec Annick Jean, la porte-parole du défi 28 jours. Et pour elle, c'est vraiment important de sensibiliser tout le monde à la consommation d'alcool, mais surtout les jeunes. Bien, moi, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est vraiment bien organisé pour sensibiliser tous les gens, mais les jeunes surtout. Puis, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'ai eu des problèmes de consommation plus jeunes. Bien, on le voit, hein, les jeunes consomment moins que nous autres, on consommait dans notre temps, puis sont plus sensibles à ça. Puis je ne sais pas si ça a peut-être rapport à ça, mais ou sont plus intelligents. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui marche en tout cas, tu sais. Puis c'est toujours important d'enseigner à nos jeunes ce qui peut se passer. Puis le fait que quelqu'un t'en parle, tu te sens pas tout seul non plus là-dedans. Puis des fois, ça peut allumer quelque chose dans ta tête puis te dire « Hey, elle l'a fait, je vais le faire, puis ça va m'aider. » Fait que c'est l'entraide aussi entre nous. Tu sais, c'est tout ça, là, tu sais, ce que je trouve beau comme message. Puis la Maison Jean Lapointe, c'est tellement un organisme, tellement, là, ils ont tellement aidé le monde. Déjà, près de 3650 membres se sont inscrits au défi 28 jours sans alcool et 325 000 $ sont déjà amassés. Et l'objectif est de 900 000 $. Alors, on a encore un petit bout à faire pour atteindre cet objectif-là. Et si vous donnez un montant de 89 $ ou plus, vous allez recevoir une super belle boîte cadeau avec des produits régionaux sans alcool pour vous aider à passer à travers le défi. Et j'ai demandé à Annick quel moment ou quelle chose est la plus difficile pendant là, ce fameux défi de 28 jours-là. En fait, les 4 premiers jours, là, c'est que c'est tes références qui sont pas là. Tu sais, mettons que tu te dis, je vais me récompenser, je vais me prendre une bière, j'ai fini ma journée de travail, ça a été l'enfer, je veux mon verre de vin, mon Dieu, pour décrocher. Mais c'est parce que là, tu n'as pas le choix de faire autre chose. Tu sais, il y en a qui vont... Tu sais, moi, j'ai fait de la randonnée en montagne, tu sais, il y en a qui vont sortir dehors, aller jogger, ils vont appeler un de leurs amis, parler au téléphone, au moment où ils seraient portés à consommer. Fait que, tu sais, c'est un changement de routine qui est intéressant puis qui peut nous amener à découvrir des choses sur nous qu'on n'aurait pas pensé, tu sais. Puis des volontés qu'on n'aurait pas pensé qu'on a aussi.
Fait que, mais je te dirais que le plus difficile, c'est de casser le pattern, tu sais, puis de dire, bon, ce soir, je vais boire de l'eau ou je vais boire un jus ou je vais, tu sais, il y a des bières sans alcool qui sont super bonnes aussi. Ça aide beaucoup, hein? J'invite fortement les gens de la région à aller s'inscrire au défi 28 jours sur le site web du défi 28 jours sans alcool. Vous allez voir là, de prendre une petite pause, de consommer de l'alcool pendant 28 jours, ça peut faire du bien à l'état physique, mais aussi au mental. Alors là, dès samedi, là, le 1er février, on se donne le défi et plus une goutte d'alcool pendant 28 jours. Merci, Justine. 2025, c'est une belle année pour se donner un défi comme celui-là. On se reparle, oui, tout à l'heure, lors de la météo. Les Huskies de Rouyn-Noranda seront sur la glace ce soir pour affronter les Highlanders de Charlottetown. On en parle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda affrontent ce soir les Highlanders de Charlottetown à l'Arena Glencore. Le match débute à 19h. Les deux équipes s'étaient affrontées plus tôt cette saison et les Highlanders avaient eu le dessus en tir de barrage. Les Huskies pointent actuellement au 5e rang de la Ligue, alors que Charlottetown figure au 12e rang. Après le match de ce soir, les Huskies vont recevoir une autre équipe des Maritimes demain à l'Arena Glencore toujours, soit les Sea Dogs de Saint-Jean. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le mercure va descendre assez drastiquement dans les prochains jours. Oh oui, il va falloir se préparer à affronter un froid glacial, Kémilia. Quoique, on en a eu pas mal dans les dernières semaines. Là, on commence à être habitué au grand froid de janvier. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend en Abitibi, c'est de la neige. On a une super belle petite neige qui tombe en ce moment. Et ça va être nuageux par la suite avec une accumulation de 2 à 4 cm par endroit et un minimum de moins 19. Pour le Témiscamingue, on aura encore une fois de la neige, mais les températures sont à la hausse pour atteindre le moins 8 au cours de la nuit, ce qui est assez surprenant. Demain, ce sera nuageux avec un maximum de moins 15 en Abitibi et de moins 13 au Témiscamingue et un refroidissement éolien près de moins 24. Et en aperçu pour samedi, sur l'ensemble du territoire, on aura du soleil, mais le mercure va descendre jusqu'à moins 19. La nuit de vendredi à samedi risque d'être très, très froide. Il y a un avertissement en vigueur. Alors, on va faire attention puis on va s'habiller comme il faut là, pour commencer le week-end. Ouais, comme tu le disais, Justine, on est rendu habitué, je pense. Donc voilà, ça fait le tour des informations régionales en ce jeudi soir. On se retrouve demain pour le TVA Midi. À bientôt.